Cette session commune qui a pour thème « Approche raisonnée des intrants, contribution de la science et perception du consommateur ». Pour mener les débats cet après-midi, nous aurons la chance d'avoir la présence de 4 experts de renom et pour guider les débats, la présence de Madame Arilo Ochian-Pernet, ancienne présidente du Codex Alimentarius, spécialiste des questions de régulation en matière de droits alimentaires. Les 3 orateurs qui suivront, professeurs Schultz, Moyot et Brunner, interviendront à leur tour, chacun, pendant 30 minutes, puis un débat suivra à la fin d'environ 1 heure, auquel vous pouvez participer, d'ores et déjà en posant des questions grâce à l'application mobile que vous avez sur votre téléphone portable. Ces questions seront réunies, puis projetées à l'écran et feront l'objet de réponses lors du débat. Mais sans plus attendre, et pour ouvrir officiellement cette session commune, je passe la parole à Monsieur l'ambassadeur Valentin Zellweger, représentant permanent de la Suisse à l'ONU et aux autres organisations internationales présentes à Genève. Je vous remercie. Depuis 1934, a accueilli les rassemblements de la communauté viticole internationale à 2 reprises déjà. En 1935 à Lausanne, et puis 42 ans plus tard, en 1977 à Nyon, coïncidant avec une édition de la Fête des Vignerons. Et aujourd'hui, encore 42 ans plus tard, vous êtes de nouveau ici. C'est donc avec un très grand plaisir que je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue au nom du gouvernement suisse pour ce 42e congrès annuel de votre organisation. Mesdames, Messieurs, j'ai entendu qu'on qualifiait parfois ce congrès de l'ONU du vin. Vous rassemblez à Genève aujourd'hui, la ville où le multilatéralisme est né il y a exactement 100 ans cette année, et donc un symbole. Genève est aujourd'hui le siège de 37 organisations internationales intergouvernementales. 176 États membres des Nations Unies y sont représentés par des missions permanentes. Et on compte plus de 380 ONG internationales, de nombreuses multinationales, entreprises multinationales, ainsi que des universités et d'autres établissements d'enseignement supérieur de renom mondial. Ensemble, ils forment une communauté internationale de plus de 47 000 personnes. Chaque année, Genève organise plus de 2800 conférences et réunions internationales auxquelles participent près de 220 000 délégués, dont 4 400 présidents, chefs d'État et ministres. Compte tenu de cette concentration, cette île est devenue un centre d'expertise dans de nombreux domaines, notamment le commerce, la santé, le travail, l'action humanitaire, les droits de l'homme et le développement durable. L'écosystème de la Genève internationale offre un espace neutre où toutes les parties prenantes, chercheurs et praticiens des secteurs privés et publics, échangent et mettent en commun leurs idées en vue de mener une action collective. Ensemble, ils façonnent de nouvelles approches de la coopération internationale pour élaborer les normes de demain. C'est exactement ce qui vous, chers et chers délégués, êtes venus faire ici. Vous avez donc pleinement votre place dans cet écosystème de la Genève internationale, l'un des centres les plus importants de la gouvernance mondiale et de la diplomatie multilatérale. Mesdames, Messieurs, le thème central du congrès s'intitule « Préserver et innover, attentes environnementales, économiques et sociales ». Les défis du changement climatique, du développement durable, les effets de la 4e révolution industrielle
et de comment concilier les principes éthiques avec l'innovation technologique et scientifique sont des défis communs de l'ensemble de la communauté internationale. Il est évident que nous pourrons résoudre ces défis que collectivement. Il est donc essentiel que nous renforcions l'esprit de compromis et du dialogue pour que les États et la société civile travaillent ensemble de manière constructive. L'OIV est un parfait exemple de cette collaboration. Grâce à la présence des experts internationaux à la pointe des connaissances actuelles en matière de viticulture, œnologie et de l'économie vitivinicole, vous allez pouvoir, dans les prochains jours, analyser, comprendre et débattre de ces thématiques et trouver des solutions. Il est rare d'accueillir un événement qui a non seulement un fort attrait international, mais également local. Je me réjouis que vous pourrez également découvrir ces prochains jours le vignoble genevois, et qui est le 3e de Suisse, et d'autres vignobles suisses, dont celui du Lavaux, inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. Vous n'auriez pas pu choisir un meilleur moment pour venir en Suisse, alors que mon pays célèbre la vigne. Du 18 juillet au 11 août 2019, se déroule tout près d'ici, à Vevey, la 12e fête des vignerons, patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Un événement unique organisé depuis 1797, une fois par génération, tous les 25 ans, visant à rendre hommage aux traditions et au monde viticole. Les festivités rassembleront 6000 acteurs, chanteurs et figurants au bord du lac Léman. C'est une chance unique d'y assister et de célébrer cette passion du vin que nous partageons. Pour conclure, mesdames, messieurs, j'aimerais vous remercier d'avoir confié à Genève et à la Suisse l'honneur d'organiser votre congrès ici. J'aimerais également féliciter le comité d'organisation et sa présidente, Madame Simone de Montmolin, pour ses efforts infatigables dans la préparation de ce bel événement. Je vous souhaite un très bon congrès ici à Genève. Merci beaucoup. And wine. I would like to thank the organizers for their kind invitation, and I would also like to extend to you all a warm welcome to this Congress and to Geneva. Ladies and gentlemen, I have been given the great responsibility and privilege to moderate this afternoon session, which is entitled A Reasoned Approach to Inputs, Scientific Contributions and Consumer Perceptions. This session is a joint session of the 4 OIV commissions. We are very privileged to have 3 outstanding and brilliant international experts who will enable us to better understand this important subject, thanks to their presentations. The issue of inputs will be addressed from the perspective of production as well as consumer perception. Following the presentations, OIV delegates and the public will have a unique opportunity to ask questions and exchange views with the international experts. And ladies and gentlemen, we will proceed as follows. Each expert will give a 30-minute presentation. At the end of the 3 presentations, we will have approximately 60 minutes, that's 1 hour, for questions and answers, during which session delegates and the invited public will be able to address their questions and observations to our eminent speakers. Without further ado, I will now present to you our first eminent speaker, Professor Dr. Hans Rainer Schulz. Professor Hans Schulz a grandi dans un domaine viticole en Moselle, en Allemagne. Il effectue un bachelor en sciences, en viticulture et œnologie
At Geisenheim, he obtained a Master of Science en horticulture à l'Université de Davis, en Californie. C'est à l'Université de Gießen, en Allemagne, puis de Davis aux États-Unis, qu'il accomplit son doctorat. Il exerce durant une période postdoctorale à l'UCD ainsi qu'à l'École nationale supérieure agronomique de Montpellier, avant d'être engagé comme chef de section dans le département de viticulture et professeur de viticulture au Centre de recherche de Geisenheim en 1995. Il en devient son directeur en 2009, puis son président en 2013, alors qu'à la nouvelle institution, l'Université de Geisenheim voit le jour. Auteur de nombreuses publications scientifiques, il préside le groupe d'experts Enviro depuis cette année. Professor Hans Schultz will give a presentation on the management of inputs and equation with too many variables. Professor Schultz, you have the floor. Qu'est-ce que sont les résultats, parfois? C'est l'augmentation de, par exemple, de la biodiversité, dans certaines la biomasse microbienne, mais certainement, il y a aussi des problèmes comme l'intrant de cuivre. Ça, c'est sûr, sur un système biologique, il y a plus de cuivre dans le système. Les conséquences à la fin, les conséquences et la discussion sur le changement climatique. Si on prend les résultats de Life Cycle Analysis, la production du vin blanc, il y a un impact environnemental plus haut que le rouge, pour les raisons de refroidissement. Les systèmes organiques biodynamiques ont un impact moins que conventionnel intégré. Si, par exemple, on augmente le recyclage du verre de 60 à 80%, on va réduire le potentiel pour chauffer à 11%. Et il y a des autres aussi qui réfléchissent. C'est le CEO de Carlsberg, un des plus grands producteurs de la bière, qui a dit si on ne pense pas de la durabilité, on va perdre les clients d'aujourd'hui. Et moi je dirais, pourquoi on ne commence pas avec la bouteille du vin? Si on peut réduire par 15% le poids de la bouteille du vin, on va sauver 6,5 millions de tonnes de CO2. Une réduction de 2 à 10% de tous les impacts qu'on a dans la viticulture. Alors il y a des possibilités. Il y a d'autres possibilités qui sont loin, et directement derrière l'horizon. Et les technologies de futur, les technologies qui sont encore limitées, les technologies comme la biologie synthétique. Ça, j'en prends ça de Sakis Pretorius, qui est un chercheur en microbiologie et vice-chancellor pour la recherche dans l'université de Macquarie à Sydney. Et c'est surtout des applications dans l'énergie, dans l'environnement, dans l'architecture, dans l'avenir qui puissent nous aider à stabiliser notre système. Et il y a derrière l'horizon où on puisse peut-être réduire, par exemple, la pollution, réduire ou développer des pesticides qui sont biodégradables, etc. Et peut-être ça peut nous aussi aider de sauver un peu les objectifs sur la production durable pour l'avenir. 5 trucs à dire à la fin. Pourquoi on ne développe pas des règles au sein de l'OIV ou de toutes les nations, les règles pour faire des poids, on limite les poids maximum de bouteilles de vin, du verre. Parce qu'aujourd'hui, si on donne à un client 2 bouteilles avec l'étiquette légale, et un est plus lourd que l'autre, on peut toujours penser, dans la bouteille le plus lourde, la qualité est meilleure. Il faut regarder un peu sur l'émission d'effet laser sur les matériaux qu'on utilise dans les vignobles, les métals, le bois, et il faudrait, dans la recherche, dans les systèmes de bioprotection, on travaille déjà sur des composés naturels comme les stupènes, comme utilisés comme pesticides bio,
Mais là, il faut encore augmenter beaucoup plus. Développer des systèmes d'éco-variance, parce que ces types de systèmes sur le réseau mondial, c'est le seul où on peut avoir des informations complètes sur les flux de gaz à effet de serre. Et sur le système, on n'a pas trop d'informations. Et je crois que c'est important d'avoir un effort international sur le porte-greffe. Déjà sur les variétés tolérantes résistantes, ça existe, mais ça doit être renforcé. Et moi j'arrêtais d'utiliser l'avion. Il faut être un peu plus sensible pour des trucs comme ça. Alors ça c'est ma contribution pour le changement climatique. Merci pour la possibilité de parler. Et il faut absolument sauver la planète parce que probablement c'est la seule planète avec du vin. Merci pour l'introduction. Avant le congrès, on m'a dit il faut parler en français et il faut que les diapos soient en anglais. Et ça, c'est ce que je fais. Et aujourd'hui, j'ai appris, on peut le faire aussi la présentation en anglais, mais moi, je suis trop vieux pour changer. Alors, merci pour m'inviter avec un sujet qui est un peu plus large que seulement la viticulture. Et c'est notamment François Nouzet qui m'a demandé à donner un vue un peu plus large que la viticulture. Parce que l'enjeu, c'est beaucoup plus que la viticulture. Et l'équation avec trop de variables, c'est une possibilité, et on va traiter ça directement. Si on regarde bien dans cette petite film, si on va attaquer le changement climatique, il faut regarder un peu dans l'histoire. Et dans l'histoire, on a eu 5 extinctions. Et en ce moment, on travaille sur le 6e. Et en fait, la perte de biodiversité mondiale, c'est un peu comparable avec un tsunami. Mais un tsunami, on ne peut pas arrêter, mais nous pouvons travailler sur arrêter la perte de biodiversité. La planète dépasse largement déjà les ressources qu'ils utilisent, et en fond, même si on reste dans les 2 degrés de changement de la température, c'est mieux d'avoir 1,5 degré pour vraiment arrêter la perte de biodiversité. Les systèmes technologiques comme le géoengineering sont une grande partie sont relativement dangereux. C'est ça il faut focaliser sur les méthodes naturelles. La forestation, déjà la destruction du forêt est responsable pour 30% des émissions de gaz à effet de serre. Alors, il faut vraiment se cibler sur l'agriculture, les forêts et la culture en partie de cet enjeu. Et il faut aussi pas toujours changer la lignée de base, parce que si on change toujours la lignée de base, on va perdre le flux. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Cette image d'un journal allemand, ça fait à peu près un mois, ça montre quand même les 3 problèmes. Le premier, c'est le changement climatique, ici indiqué par le fondement de l'iceberg. Le deuxième, c'est Greta Thunberg, c'est l'image pour la réponse ou la non-réponse de l'humanité. Et le troisième, c'est en fait le système alimentaire qui est le plus grand problème en fait si on regarde le changement climatique. Et il faut poser la question, est-ce que nous sommes vraiment capables à réaliser nos objectifs de développement durable? L'image de la viticulture.
Ça, c'est l'hebdomadaire Le Monde. Ça date du 1er décembre 2015. Et c'était le jour avant le sommet de Paris. Et c'est le pacte du réchauffement. En fait, ça donne une image du grand public. Qu'est-ce qu'on a comme image de la viticulture? La viticulture est liée directement au climat. Alors, je vais vous donner quelques faits. Et la deuxième partie sera sur les sols qui sont un facteur climatique qui est extrêmement sous-estimé. La partie CO2, l'eau qui est l'effet majeur du changement climatique. Et bien sûr, sur la viticulture, la protection des plantes, qu'est-ce qu'on peut faire et quel système de production pour l'avenir avant de discuter les conséquences en discussion du changement climatique. Alors si on commence, les plus grandes réalisations des dernières 70 ans est que la production des aliments, en fait, était à peu près égale avec l'augmentation de la population mondiale. Le deuxième, les prix pour les aliments est plus bas aujourd'hui que jamais. Et on a eu une phase d'alimentation ou d'augmentation de sécurité des aliments et une production efficiente qui a libéré des manœuvres. Et en fait, c'est ça un des puissances pour le développement économique mondial. Mais la majorité des gens pauvres habitent dans les communautés agricoles. Il y a 2,5 milliards de personnes qui travaillent dans l'agriculture, dans le secteur de l'agriculture mondiale. Et ils sont les plus pauvres. Il y a 815 millions de personnes qui ont faim et il y a 2 milliards qui sont mal nourris. Et il y a 2,5 milliards qui sont obèses. Et le système alimentaire est complètement en dehors de la balance. Les produits que vous puissiez acheter aujourd'hui sont le plus moins cher de jamais, avec un prix ajoutant extrêmement cher sur l'environnement. Il y a une pression extrême sur l'agriculture, et si la pression ne subside pas, on ne va pas résoudre les problèmes avec les ressources qu'on a déjà. Il y a 570 millions d'entreprises agricoles au monde, avec la plupart en Asie. Et comme j'avais dit, la partie la plus pauvre travaille dans l'agriculture. Le système alimentaire est la cause primaire de perte de biodiversité, des émissions de gaz de serre, de la pollution d'eau, des pertes de surfaces agricoles qui ont pu cultiver et des iniquités sociales et les pertes de culture locale. Les coûts environnementaux pour ces changes, c'est environ 4,7 trillions d'euros par an. Et ça, sont des enjeux. Et le système alimentaire contribue entre environ 20 à 30% du gaz de serre, de la production des gaz de serre au niveau mondial, avec des émissions entre environ 10 à 17 pétagrammes. Un pétagramme, c'est 1 milliard de tonnes de CO2 équivalent. Alors équivalent, ça veut dire que les autres gaz de serre sont recalculés en équivalence au niveau des CO2. Il y a 75% des aliments qui sont produits avec 12 espèces des plantes et 5 espèces des animaux. Alors, l'agriculture, par rapport à toutes les combustions fossiles et la production du ciment, c'est un tiers quand même. Mais on parle dans un grand public que
de combustion fossile. Et cette équation complexe, est-ce qu'on peut le résoudre? Il y a un autre exemple. Par exemple, les effets, les émissions de gaz de serre de l'agriculture sont en rouge, et c'est les changements qui sont associés avec le changement de cultivation, alors de déforestation, sont en bleu. Ils sont plus hauts qu'avec l'agriculture. Et les conséquences sont en vert sur le malnourrissement du champ si en absence de mitigation jusqu'au 2050 est très très profonde, et les coûts associés avec ça vont augmenter chaque année. Et par rapport à des émissions de l'agriculture, les sols agricoles ont un potentiel de devenir un puits pour les gaz de serre. Et le puits, c'est environ autour de 3 pétagrammes, c'est 1/10 des émissions fossiles. Alors, si on regarde le sol, cette initiative 4 par 1000, c'était fait après le sommet à Paris. 4 par 1000, ça veut dire si on réussira à augmenter le taux de carbone dans le sol environ 0,4%, on pourrait tamponner le changement de la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Le sol est la clé. Le stockage de carbone dans le sol est plus grand que le stockage de carbone dans l'atmosphère. Et c'est plus grand que le stockage de carbone dans toutes les plantes sur la planète. Et il faudrait 2000 ans pour faire 10 cm de sol. Et chaque année, on perd autour de 24 milliards de tonnes de sol par l'érosion. Et si chacun pour nous, c'est 3,4 tonnes par personne, si la donne une étiquette de prix, c'est environ 400 milliards d'euros par an. Alors ça, c'est l'arrière. Et si on regarde un peu plus le monde viticole, ça c'est une courbe de développement de la température annuelle à Geisenheim, et c'est représentatif pour beaucoup de régions viticoles. Alors on a déjà un changement autour de 2 degrés par an, mais si on regarde le sol suit le développement dans l'air, et en fait, ça change toute la bilan carbonique dans le sol. Et si on calcule ou on simule les émissions qui sont changées depuis, on dirait, depuis presque 100 ans, il y a une augmentation sur les sols qui sont travaillés, les sols nus, les sols sont couverts. Et cette augmentation est substantielle. Et ça arrive et on ne le voit pas. Si on assume que le changement de température des sols sera le même pour toutes les régions viticoles en Europe, et si on assume encore une fois que chaque deuxième rame est cultivé, déjà par rapport à 1980, on a une augmentation de émissions de gaz de serre des régions viticoles en Europe de environ 2,4 millions de tonnes de CO2 de plus par an. Et on ne sait pas encore comment le changement de la température de précipitation va influencer la partie azote qui va polluer l'eau. Facteur CO2. Alors ça, on a construit un système pour simuler les effets de CO2 au champ à Geisenheim, pour savoir qu'est-ce qui se passe dans les prochains 30 ans. Parce qu'on simule la concentration de CO2 dans l'année 2050. Alors on ajoute 20%. Et ça donne déjà des surprises. On sait des autres systèmes qu'une augmentation de CO2
va augmenter les émissions de protoxyde d'azote, un gaz de serre encore plus dangereux que le CO2, dans ce système. Deuxième surprise, déjà ce matin, François Murgier a parlé de la tondeuse de la grappe, l'Obesabotrana. Dans le système là, il n'y a que le CO2 qui a changé, le Botesabotrana fait une génération de plus. Il n'y a aucun fait de la température. L'eau. L'eau est un problème global. Que 1% des ressources en eau mondiale sont utilisables. Et 70% de ça, ça vient dans l'agriculture. Et sans changement climatique, si on n'aurait qu'un développement, une croissance de la population mondiale, il faudrait 11% l'eau de plus pour faire la biomasse pour manger. Ça veut dire entre 45 à 120 millions d'hectares de plus qui en avalent, parce qu'on ne peut pas changer le forêt dans une production agricole. Si on le fait, on a encore plus de problèmes. Un tiers de tous les aliments qui sont basés au niveau des plantes et pas possible à les consommer ou sont discardés. C'est 100 kg par personne par an. Et si on pourrait sauvegarder que 15% l'eau dans l'agriculture, on pourrait doubler l'eau disponible pour l'humanité. Et il manque encore beaucoup plus d'efficacité au niveau d'irrigation. Il y a 69% qui sont irrigués en plaine. 40% des productions alimentaires mondiales est produit sur des surfaces irriguées. Et il faut augmenter ça si on veut produire tous les aliments qui sont nécessaires. Mais cette publication récente en Nature a dit non, il faut absolument réduire cette surface parce qu'en fait l'irrigation est à la base d'une perte et un développement des gaz de serre très importants. Alors tous autour de là, les spectres qui changent au niveau de la précipitation, les sécheresses qui s'augmentent, les précipitations qui augmentent en extrémité, et la substantielle augmentation en température dans l'air, ça va augmenter l'évapotranspiration, ça va encore pousser une pression sur le système agricole, sur le système viticole, parce qu'on va perdre encore plus de l'eau dans la transpiration et l'évapotranspiration. Il y a un exemple. Pour le développement des évapotranspirations potentielles pour Geisenheim, et à l'autre côté c'est Bordeaux. Et voilà, je vous donne les chiffres pour Geisenheim pour 2018, alors c'était autour de ça qui est Bordeaux. Et en fait, ce sont des prévisions qui sont tous à la base du rapport du IPCC. À mon avis, on ne peut pas jouer la carte sur l'irrigation, n'importe où. Il faudrait se reconcentrer sur les porte-greffes. Parce qu'en fait, la sélection des porte-greffes qu'on utilise aujourd'hui, c'est plus vieux que 100 ans. Il n'y a qu'une seule sélection qui était faite, ça fait presque 10 ans, de nous, dans le gene pool des États-Unis sur la Delaware, et il faut absolument refaire ça pour le pesticide et le réparer. Quand la protection des plantes, où est-ce qu'on va? Il ne faut pas... Bon, il faut regarder qu'est-ce qu'on fait dans la viticulture au niveau européen. Pour une surface de 2% de la surface cultivée, on utilise 64% des fongicides. 64% des fongicides. Et on sait que la vitivinicole est extrêmement sensible. Mais dans une pression publique, il faut changer le système. Et je vais vous montrer un peu, c'est ce qui se passait en Allemagne, et c'était
journaux du mois de mai, et ça dit les raisins et les morts. C'est un article sur Bordeaux. Et là, la notion publique va rechanger le jeu. Et qu'est-ce qu'on a comme solution? Parce qu'en fait, il faut parler des solutions. Oui, on a des nouvelles technologies, mais ça ne se développe pas si vite qu'on a pensé au début. Il faudrait travailler sur des produits nouveaux qui ne sont pas des produits à la base de chimie synthétique. Il faut jouer la carte des variétés tolérantes résistants. Il y a des changements partout un peu, mais ça avance très très lentement. Il faudrait des systèmes de production alternatifs. Et François a déjà dit ce matin, avec les modèles, les réseaux qu'il y en a pour les stations météo, il faut utiliser ce type de modèles. Mais la plupart, même si les modèles marchent bien, les viticulteurs prennent un rythme de 10 jours. Et la durabilité du système des maladies, ça va être un des plus grands enjeux des filles. Parce que les problèmes vieux deviennent un peu plus difficiles. On a des maladies nouveaux. Il y a les maladies de bois qui sont en plein progrès partout. Il y a des insectes nouveaux. Et il y a certainement des surprises dans l'horizon. Et on se rappelle de l'année 2012, je l'appelle ça fait que un peu plus que 3 ans. Et il y a des exemples où on peut jouer. Ça, c'est une partie, un prototype qui émet rayonnement ultraviolet pour substituer les produits chimiques. Et ça marche pas complètement, c'est sans UV et avec UV, mais ça va aider de plus en plus pour réduire l'utilisation des produits chimiques. Et les technologies, on va parler dans ces congrès des technologies des drones, et les technologies des drones vont peut-être pas réduire l'application des produits chimiques, mais il va quand même jouer sur l'applicateur. Hein. Quel système de production pour l'avenir? Bon, on est sur ce trajet. Alors ce trajet va monter là, mais il faut y aller sur ce trajet. Et une des seules choses qu'on puisse faire, c'est absolument nécessaire à augmenter le taux de carbone dans le sol et changer les sols dans un système qui séquestre le carbone. Alors, pour les différents types de sols, il y a quand même une capacité de stockage un peu différente, mais il faut faire un effort pour regarder dans les sols viticoles du monde qu'est-ce qu'on peut stocker maximum comme carbone dans ce type de sol, pour faire une contribution de la viticulture à tout ça. La discussion s'est déjà réussie. Là, ça, c'est encore une fois un article en 2017 qui se disait glyphosate, la fracture franco-allemande, parce que les Allemands étaient pour l'augmentation de la durée utilisée et les Français contre. Et ça, c'est vraiment récent parce que c'était la semaine dernière, les travailleurs de la ville de Sydney ont refusé à utiliser le glyphosate dans la ville. Mais, dans le système conventionnel, si on supprime le glyphosate et si on travaille le sol, on va augmenter les émissions de gaz de serre. On va aussi augmenter la concentration de l'azote dans l'eau. Et on va diminuer le taux de carbone des sols. Alors il faut faire une solution, il faut trouver une solution à l'extérieur de ça. Et ça, c'est vraiment sur le site internet de California Wine Institute. C'est
quand même vrai. Ils sont des bons, le glyphosate, c'est pas toxique. Il faudrait consommer 140 verres du vin par jour pendant 70 ans, chaque jour. Mais quand même, cette discussion publique, même si on est convaincu qu'il faudrait utiliser quelque chose qui préserve là on ne va pas gagner. Et en plus, aux États-Unis, la surface agricole qui est déjà devenue résistante contre le glyphosate augmente chaque année. Mais comment le système management des sols sans herbicides a des vignobles en pente? Bon, il y a des petits pas, il y a des nouveaux systèmes de travaux, mais c'est quand même difficile parce qu'il faut éviter absolument de travailler le sol. Et on n'est pas encore là pour présenter beaucoup des alternatives. Alors, les deux, les émissions de CO2, les émissions de protoxyde d'azote diminuent si on utilise, par exemple, un arbrement avec une relation de carbone à azote relativement large. Il faut regarder un peu plus proche sur ce type de système, parce que là, on va réduire les émissions. Tout l'herbe va augmenter la séquestration dans le sol. Et si on utilise les mixtures des légumes, non-légumes, là, on va réduire les effets des gaz, l'émission des gaz de sol. Un exemple pour un système comme ça, qui était récemment publié du groupe d'Italie, c'est le bilan de carbone de vignoble, qui était mesuré avec un système qu'on s'appelle hélicovariant. Et si on regarde, la séquestration de 100 herbes était environ 8,5 tonnes de CO2 par hectare, mais la séquestration avec l'herbe, c'était presque du tout. Mais c'est clair, dans certaines régions, ça va être difficile, mais il faut travailler beaucoup plus vite et beaucoup plus là-dessus. Si on prend tous les sols viticoles, alors environ 7,5 millions d'hectares, on a un potentiel de séquestration environ de 10 à 12 millions de tonnes de carbone par an. Et ça doit être notre contribution. Et la pollution, les entrants, la fertilisation, ça c'est une image, si ça devient de plus bleu au rouge, c'est la concentration de nitrate dans l'eau. Et c'est la raison pour que la Communauté européenne apporte plainte contre l'Allemagne. Parce que c'est le plus bleu, hein. Et il y a des raisons pour les choses comme ça. Et on a déjà un bon exemple, les principes d'agroécologie qui étaient publiés par l'Institut national d'origine et l'Institut français de milieu. Et les règles comme ça sont vraiment une pluralité pour le monde viticole. Avec tout ce que j'avais déjà dit, les systèmes qui sont problématiques, avec la limite des pesticides, etc., par le répéter. Mais le problème, c'est qu'il faudrait trouver les moyens pour enforcer ça. Parce que si j'avais laissé librement à tout le monde, on ne va pas changer grand-chose. Ça doit commencer dans la tête. Et encore, ça me fait sur les systèmes organiques ou biodynamiques, que j'ai parlé ce matin. Et ça, on fait des résultats scientifiques. Hein. La potentiel de séquestration de système organique, c'est environ 1 tonne de CO2 par rapport au conventionnel. La potentiel de réduction de protoxyde d'azote, c'est environ 1 demi-tonne. Alors, là, il faudrait discuter quel système est le meilleur. Et ça, c'est une publication très très récente qui a fait une méta-analyse de toutes les publications sur le bio.